Bien, bonjour à tous. Je vous ai donc convié à une conférence qui va porter sur la cotisation sociale, d'un point de vue qui est peu répandu. Donc c'est le point de vue de Réseau Salariat, que vous connaissez peut-être pour certains. Donc Réseau Salariat, c'est une association qui existe depuis 3-4 ans, qui est un réseau d'éducation populaire, et donc qui a été créé à l'initiative de Bernard Friot, que vous connaissez pour certains, dans le prolongement de ses travaux universitaires, hein. Et donc l'idée, c'est d'expliquer ce que c'est que la cotisation sociale et surtout sa portée révolutionnaire, vraiment, hein. Donc je vais essayer de vous expliquer certains aspects de cette vision ou de cette alternative qu'on vous propose, et puis d'ouvrir au débat par la suite. Voilà. Donc l'idée de cette soirée, c'est de vous, tout le monde voit, c'est de vous expliquer en fait que grâce à la cotisation sociale, on a les moyens finalement d'avoir la maîtrise politique de ce que l'on crée, la valeur économique que l'on crée chaque année, que l'on crée par le seul travail, donc je vais y revenir, et que cette maîtrise aussi passe par la maîtrise du contenu de ce que l'on produit. Alors, et tout ceci, évidemment, dans le respect, si possible, de l'écologie et de l'environnement, et de la dimension anthropologique, conditions de travail, conditions salariales. Alors, quand je dis que seul le travail crée de la richesse, ça va à l'encontre des thèses dominantes qui nous disent qu'il y a deux facteurs de production qui existent, le travail et le capital. En fait, le capital ne produit rien. Seul le travail produit, c'est le travail des salariés et des indépendants. Le capital, lui, amène effectivement des moyens de production, mais ces moyens de production eux-mêmes sont réalisés et produits par le travail, par les salariés. Donc ça, c'est un élément important par la suite, hein. Il faut bien comprendre que la richesse que l'on crée, c'est bien la richesse qui est créée par le seul travail que nous, salariés et indépendants, produisons. Alors c'est quoi cette richesse ? Elle est représentée aujourd'hui par le PIB, le produit intérieur brut. Donc en France, il est à environ de 2000 milliards d'euros depuis quelques années. Il stagne, hein. D'ailleurs, on entend assez souvent les médias ou les politiques dire qu'il faudrait plus de croissance. Encore faut-il réfléchir à ce que c'est que cette croissance et son contenu, hein, voilà. Donc à ce jour, disons que l'on produit officiellement, la reconnaissance monétaire de ce que l'on produit, du moins, c'est aux environs de 2000 milliards d'euros. Cette production intérieure brute, c'est une construction sociale. On décide, certains décident, de son contenu. Pas nous en tout cas. Je vais vous le prouver puisque en Angleterre, par exemple, même en Suède et en Finlande, en Italie, depuis quelques années, sur la demande notamment de la communauté européenne, d'Eurostat, nos voisins ont introduit dans le calcul du PIB la prostitution et la drogue. Nous, pour l'instant, enfin l'INSEE, hein, qui calcule le PIB, s'y refuse, en tout cas en partie, pas seulement pour des questions morales, hein, pour des questions du type il n'y a pas d'échange consentant des deux côtés, et donc, notamment pour la prostitution, et donc nous on estime que ce n'est pas une valeur économique qui devrait être introduite dans le calcul du PIB. Par contre, une question se pose depuis l'année dernière, notamment à l'initiative du CIST, c'est le Conseil international des statisticiens du travail, qui se questionne pour savoir si, par hasard, il ne serait pas judicieux d'introduire dans le PIB le travail domestique. Puisque le travail domestique, c'est une forme de travail et derrière de production de valeur. Alors c'est assez intéressant ce point de vue-là, parce que le travail domestique n'est pas du travail dans l'emploi. Donc, les statisticiens du travail sont en train de se dire, mais pourquoi ne pas reconnaître du travail hors emploi ? Ceci est intéressant par rapport à la cotisation sociale, parce que la cotisation sociale, et j'y reviendrai aussi, finance des retraités, par exemple, ou des chômeurs. Et nous, on fait l'hypothèse, en tout cas à Réseau Salariat, que les retraités et les chômeurs produisent de la valeur, travaillent, et que cette valeur n'est pas reconnue pour l'instant.
Dire qu'un retraité travaille, c'est perturbant hein, pour la majorité des gens. Et nous, on le dit. Nous, on dit les retraités travaillent et produisent de la valeur, de la même manière que les chômeurs. Donc cette discussion des statisticiens du travail nous intéresse grandement, puisque alors, eux estiment par exemple que le travail domestique, selon un calcul médian, hein, ce serait environ 30% de PIB en plus. Donc c'est énorme. Hein. Alors je ne vous ai pas dit tout à l'heure, la prostitution et la drogue, ce serait environ 1% de PIB en plus. Ça a eu des incidences, par exemple, depuis que l'Angleterre a introduit ce calcul-là hein, pour la prostitution et la drogue dans son PIB. Nous, on est passé du 4e rang au 6e rang, et eux nous ont dépassés. Donc, voilà. L'Italie, par exemple, c'est estimé entre 1,5 et 2,5% de PIB en plus. Donc vous voyez, dans le contexte actuel, hein, où il faudrait de la croissance économique, ça pourrait être un argument politique assez de poids. Alors il y a eu aussi, en 1976, une autre discussion sur l'initiative de l'ONU, cette fois, qui a dit, mais le PIB, jusqu'à présent, on le calcule seulement dans le domaine marchand. Est-ce que le non marchand ne serait pas à introduire dans le PIB? Est-ce que les fonctionnaires travaillent et produisent? Alors pourquoi l'ONU s'est posé cette question-là? Parce que dans certains pays, notamment aux États-Unis, prenons la santé par exemple, ou un bout de l'éducation, c'est privé. Donc ça relève du secteur marchand. Donc c'est introduit dans le PIB de ces pays-là. Et donc l'ONU, pour faire des comparaisons internationales, avait besoin que les pays qui produisent cette valeur-là, mais hors du secteur marchand, donc dans le secteur non marchand, puissent l'intégrer dans leur PIB pour assurer ces comparaisons, qu'elles soient fiables. Donc depuis 1976, eh ben, on a décidé que les fonctionnaires et les gens qui travaillent dans la sécurité sociale, c'est-à-dire tout le non marchand, eh ben, ces gens-là travaillent et produisent de la valeur, ce qui est extraordinaire quand même. Alors ce point est assez intéressant parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas vous étonner en vous disant que de plus en plus, on entend dire que les fonctionnaires et les gens de la cotisation sociale, en tout cas de la sécurité sociale, eh ben, c'est de la dépense publique. Ça veut dire ça veut dire qu'en fait, ils ne travaillent pas, ils ne produisent pas de valeur. On estime finalement que c'est 20%, puisque c'est 20% du PIB, le non marchand. Ces 20%, c'est plutôt de la dépense, et qui plus est de la dépense publique. Donc le mot public est important là-dedans. En réalité, tout le PIB, que ce soit du marchand ou du non marchand, c'est à un moment donné de la dépense. Le non marchand, c'est de la dépense privée, puisqu'il faut bien payer les salariés, il faut bien acheter des marchandises pour produire, des consommations intermédiaires. Donc on est bien dans de la dépense. Au même titre que les fonctionnaires, il faut bien les payer, il faut bien acheter les fournitures, les ordinateurs, etc. C'est de la dépense, bien évidemment. Mais c'est aussi de la production. Toute dépense génère forcément de la production. Donc dans un cas, quand c'est du marchand, on estime que c'est de la production, il n'y a pas à discuter. Par contre, quand c'est des fonctionnaires, on se dit que c'est que de la dépense publique et ils ne produisent rien. Pourtant, depuis 1976, on peut dire, et les estimations sont cohérentes, que les fonctionnaires produisent 20% du PIB. Donc vous voyez que l'enjeu, là, derrière, il est de taille, puisque cette attaque-là contre la dépense publique, c'est tout simplement de privatiser ce qui est produit par les fonctionnaires ou par les gens de la sécurité sociale. Donc voilà, c'est l'enjeu pour le capital. Substituer à de la dépense publique de la production privée. Et donc, on retrouve bien évidemment cet enjeu-là dans le TAFTA que vous connaissez, où il s'agirait de privatiser la santé, l'éducation. Voilà, on retrouve cet enjeu-là. Hein. Alors, je vous ai mis des petits dessins là-haut, parce que j'ai essayé d'illustrer à plusieurs endroits, cette présentation, et quand j'ai fait fonctionnaire, je suis tombée, c'est anecdotique mais amusant quand même,
je suis tombée sur pas mal de représentations du fonctionnaire en train de dormir ou en train de glander ou voilà. Donc j'ai choisi pour un petit clin d'œil ce signal en triangle où on met silence fonctionnaire, quoi, qui dort. Et pour ce qui concerne les dépenses de la sécurité sociale, quand on tape ça sur Google et qu'on cherche des dessins, ben on a charge, voilà. Donc c'est assez amusant. Alors je poursuis. Je vous disais tout à l'heure que l'un des enjeux aussi de la mesure du PIB, c'est la reconnaissance du travail qui est produit hors de l'emploi. Tout l'enjeu pour le capital, c'est de ne reconnaître que le travail qui est produit dans le cadre du marché du travail, dans le cadre de l'emploi. Et donc ce point-là, il est essentiel, notamment par rapport à l'enjeu de la cotisation sociale. Pour nous, les retraités, je le disais tout à l'heure, les chômeurs, les soignants, les parents, puisque c'est tout ça que rémunère la cotisation sociale, pour nous, tous ces gens-là produisent de la valeur. Et il est bien évident qu'il ne faudrait pas que ça tombe dans le secteur privé. Donc l'enjeu pour le capital, c'est non seulement de substituer à de la dépense publique de la production privée, mais aussi de faire en sorte que tout le travail rentre dans le champ du marché du travail. Alors à un moment donné, l'emploi, ou marché du travail, n'a pas été aussi aliénant qu'il l'est aujourd'hui. Du moins, on est passé par différentes étapes. C'est vrai qu'au 19e, le marché du travail était hyper aliénant, puisque nos anciens étaient payés à la pièce, à la tâche, les conditions de travail, n'en parlons pas. L'emploi, à un moment donné, a permis d'améliorer les conditions de travail et salariales grâce aux luttes, puisque sont apparues, notamment dans le privé, les conventions collectives qui ont permis de stabiliser des grilles salariales en fonction non pas de travaux à la pièce ou à la tâche, mais en fonction d'une qualification attribuée au poste de travail. Donc ça a été effectivement une grande avancée par rapport à ce qui existait antérieurement. Les conventions collectives sont le début d'une émancipation pour les salariés du secteur privé. Pour le secteur public, c'est encore mieux, puisque la qualification, elle existe aussi, mais elle est un cran au-delà du secteur privé, puisque c'est le fonctionnaire qui possède cette qualification. Elle lui est attribuée à lui personnellement. Et lorsqu'il a une mobilité, il garde cette qualification. C'est une qualification personnelle. Ce que n'a pas le salarié du secteur privé. Le salarié du secteur privé, lorsqu'il perd son emploi, son poste, il perd sa qualification professionnelle. C'est d'ailleurs pourquoi le patronat a tellement insisté pour que vienne au jour l'offre raisonnable d'emploi. Vous savez, c'était en 2009, d'ailleurs c'est le cas aujourd'hui, le chômeur, il est tenu d'accepter au bout de 3 offres, une offre qui serait d'un niveau de qualification inférieur à celui qu'il avait connu antérieurement. Ça, le fonctionnaire ne peut pas connaître, puisqu'il n'est que dans une évolution ascendante. Donc, quoi qu'il fasse, où qu'il aille, il garde son grade, c'est ça sa qualification personnelle, il garde son grade et il la transporte où il le souhaite, où il veut. Donc, tout l'enjeu pour le capital, c'est non seulement, je le disais tout à l'heure, de substituer à de la dépense publique de la production privée, évidemment parce que derrière il y a le profit, mais aussi de transformer le travail en emploi. Et avec derrière tout cet enjeu-là d'aliénation. Donc quand on revendique, et c'est légitime, souvent on l'entend dans les manifs, etc., le plein emploi, on est en train de revendiquer le plein d'employeurs. C'est ça, Donc ça veut dire, on est en train de réclamer plus d'aliénation quelque part. Donc vous voyez, c'est quand même dangereux. Pourquoi ne pas imaginer du travail hors de l'emploi?
Donc c'est ce qu'on va vous montrer encore une fois avec la cotisation sociale. C'est ce qu'elle a permis de montrer en fait. Je poursuis. Une autre façon de représenter le PIB, donc je vous l'ai présenté pour l'instant du point de vue de la production marchande ou production non marchande, d'accord ? Il y a une autre façon de présenter le PIB, c'est du point de vue de son usage, de son utilisation. Donc les économistes nous le présentent sous forme d'un rectangle séparé en deux entre investissement et consommation. L'investissement en bleu, la consommation en rose. L'investissement aujourd'hui, c'est de l'ordre de 20% du PIB. Sur cet investissement-là, nous autres salariés ou indépendants, retraités, chômeurs, etc., on n'a aucun droit de regard, de moins en moins d'ailleurs. Qui possède la décision en matière d'investissement? Ce sont au mieux les entrepreneurs, au pire les actionnaires. Mais nous, salariés qui produisons pourtant toute la richesse, c'est ce que je disais en introduction, on produit, nous, les 2000 milliards, on n'a aucun droit de regard sur la décision prise en matière d'investissement, ni même de consommation. On l'a subi quelque part. Quand on va dans les magasins et qu'on voit dans les rayons des yaourts à n'en plus finir avec des produits chimiques dessus, etc. Voilà, on ne maîtrise rien de tout ça. On subit quelque part ces choix-là qui nous sont imposés, qui sont décidés par d'autres. Donc encore une fois, on verra que la cotisation sociale peut nous montrer une alternative pour décider de ce que l'on veut consommer et surtout de ce que l'on veut investir. Voilà, l'enjeu du capital, c'est aussi de la maîtrise de la décision, évidemment, dans l'optique de faire de la survaleur, du profit, puisque c'est ça le moteur du capitalisme. Alors aujourd'hui, les opposants aux réformes et à tout ça, donc je pense aux partis de gauche, aux syndicats de gauche, voilà, donc sont sur une revendication qui n'est pas la maîtrise du PIB, la maîtrise du travail, la maîtrise des conditions pour produire et pour investir, mais ils sont plutôt sur le registre de mieux répartir les revenus, de déplacer le curseur, en quelque sorte, du PIB. Alors, ils n'ont pas tort. Le curseur, c'est-à-dire la répartition entre ce qui va aux salariés, le salaire, d'accord, la cotisation sociale, que j'ai représentée en rouge, et le profit. Donc, pour les opposants aux réformes, rétrogrades, contre-réforme, devrait-on dire, c'est de déplacer le curseur entre salaire, cotisation sociale, c'est-à-dire la masse salariale, aujourd'hui c'est 60% du PIB, et le profit, donc qui est à peu près de l'ordre de 40% du PIB. Pourquoi ils sont là-dessus? Parce qu'en 30 ans, on a perdu 10 points entre la masse salariale et le profit. Donc ça, c'est une réalité. Donc il y a 30 ans de cela, 30-35 ans de cela, les 2000 milliards, ils n'étaient pas répartis comme aujourd'hui entre 60% pour les salariés et la cotisation sociale et 40% pour le profit, mais entre 70% de masse salariale et 30% pour le profit. Donc vous verrez, il y a différentes manières de formuler les choses, mais les opposants aux réformes, ils sont sur ce registre-là, c'est-à-dire qu'ils sont en train de dire il faut déplacer le curseur, essayer de se rapprocher le plus possible de ce qu'il y avait au moins il y a 30 ans ou 40 ans. Comment on en est arrivé là? Et là-dessus, l'analyse n'est pas toujours, à mon avis, au niveau où elle devrait être du côté des opposants. Comment on a perdu ces 10 points en 30 ans? Depuis 83-84, sur le petit carré jaune, c'est-à-dire le salaire net, avec le blocage des salaires en 83-84 pour ceux qui se souviennent, Mitterrand. Aujourd'hui, on appelle ça de l'austérité, le gel du point d'indice pour les fonctionnaires. On appelait entre les deux modération salariale, on réutilise ce terme régulièrement, mais bon, le rapport qui a été réalisé à la demande d'ailleurs de Nicolas Sarkozy sur le partage de la valeur ajoutée en 2009, je vous invite à le lire, il est sur le site de l'INSEE, montre bien que l'évolution du salaire net a été très lente sur les 30-35 dernières années, alors que précédemment, elles étaient 2 ou 3 fois plus rapides. Donc c'est vrai, c'est pas un leurre.
Ces 10 points-là, et là les opposants oublient de le dire, ils tiennent aussi à la réduction de la partie rouge, c'est-à-dire de la cotisation sociale, puisque a été organisé en fait le gel des taux de cotisation sociale en cascade. Donc je vous ai mis entre 1979 et 1995. Pourquoi ? Parce qu'en 1979, c'est le gel du taux patronal de retraite qui a été décidé. En 1984, c'est le gel du régime général de santé qui a été décidé, taux patronal. En 1993, c'est le gel du taux de l'indemnisation chômage qui a été décidé. Et au milieu des années 90, donc vers 95, c'est le gel du taux de cotisation salariale qui a été décidé. Bref, depuis 1995, c'est le gel complet des taux de cotisation sociale qui est à l'œuvre, évidemment, qui aboutit à limiter la part de la cotisation sociale dans le PIB. Donc, attaque virulente que ne dénoncent jamais les opposants, malheureusement, aux réformes, ou très rarement. Donc, c'est un déficit structurel programmé. Quand on parle du trou de la sécurité sociale, on oublie de dire souvent que c'est tout simplement une décision politique. Ce n'est pas fatal, ce n'est pas une fatalité, c'est une décision politique, décidée sciemment. Et donc, pour faire contrepoids à ce gel des cotisations sociales, des taux de cotisation sociale, Rocard a décidé en 1991 de fiscaliser la sécurité sociale. Donc, il a créé la CSG, 91-92. Elle a été mise en œuvre en 92. Il y a d'autres impôts qui financent la sécurité sociale, mais le gros morceau, c'est la CSG. Donc la CSG aboutit à fiscaliser la sécurité sociale. On verra pourquoi c'est gênant. Alors l'argument qui est avancé, c'est la fiscalité, c'est super bien pour universaliser la Sécu, pas toute la Sécu, je vais vous dire pourquoi. Et c'est un outil génial pour la redistribution, c'est-à-dire pour réguler le capital. Parce que le capital crée des injustices, et donc pour réguler les injustices du capital, on a la possibilité de le corriger, voilà, en redistribuant de la valeur entre le capital et le travail, en résumé. Alors l'universalisation de la Sécu, ce n'est pas l'universalisation de toute la Sécu dans l'esprit des réformateurs. C'est la fiscalisation de 2 branches de la Sécu, la santé et la famille. Pourquoi ? Parce que les réformateurs disent, ils argumentent là-dessus en disant c'est injuste de tomber malade, il n'y a pas de raison, tout le monde a droit à la Sécu pour se soigner, on ne mérite pas de tomber malade en gros, et donc si on est malade, il faut que tout le monde puisse se soigner à égalité. Alors c'est plus ou moins vrai, parce que pour finir, ils ont malgré tout fractionné le régime de santé, puisqu'ils ont créé la CMU. Donc il y a 2 vitesses finalement. Il y a la vitesse pour les pauvres, c'est la CMU, fiscalisée par la CSG, et le régime général financé par la cotisation sociale pour les autres. Donc on a 2 étages. Ce n'est pas tout à fait universel finalement. Les pauvres, quand même. Alors ça, c'est les risques dits universels. Pas tant que ça, mais quand même dits universels. Vous ferez attention, la rhétorique qui est utilisée, c'est celle-là. Pour la famille, c'est pareil. Toutes les dernières réformes ont été dans le sens de je donne des allocations familiales en proportion du salaire. Et c'est plus en fonction des enfants. C'est plus la même logique. On a changé de logique. Alors, parallèlement à ces risques dits universels, on a des risques dits professionnels. Tout ça, c'est des constructions sociales. Alors, que sont les risques professionnels ? Y compris les opposants le disent comme ça. C'est la retraite et le chômage. Je ne vois pas en quoi ils seraient plus professionnels ou moins professionnels que les autres. Bon, pour les réformateurs, mais aussi pour les opposants, souvent. La retraite et le chômage résultent du professionnel. Et du coup, il y a un changement, encore une fois, de registre. Et on dit tout le monde ne mérite pas une retraite ou une indemnité chômage de la même manière, du même niveau. On a non seulement les pauvres, pour la retraite, c'est le minimum vieillesse, pour le chômage, c'est le RSA.
Mais on a aussi 2 autres étages, donc du régime général. Hein. Pour la retraite, le minimum contributif, qui est essentiellement donné aux femmes, c'est-à-dire qu'il est proportionnel aux années cotisées. Donc le minimum contributif prend en compte les années cotisées dans l'emploi. C'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur la question de l'emploi. On ne considère pas, je reprends l'exemple des femmes, qu'elles travaillent hors de l'emploi. Quand elles élèvent leurs enfants, elles ne travaillent pas. Donc on ne les rémunère pour leur pension qu'à hauteur de leur temps passé dans le travail. C'est le minimum contributif, au moins 15 ans, d'accord ? Et pour ceux qui ont travaillé à taux plein, essentiellement les hommes, eh bien c'est le 3e étage, régime général aussi, enfin régime financé par la cotisation sociale, et eux méritent le top. Donc vous voyez que là, il y a une logique du mérite quelque part. Tu as cotisé, tu mérites, c'est le 2 et 3. Tu n'as pas cotisé, c'est le RSA ou le minimum vieillesse, c'est le 1. D'accord ? Et tu as plus ou moins cotisé. Alors, si tu n'as pas beaucoup cotisé, c'est le 2, mais tu as quand même un peu cotisé, donc tu n'as pas droit au minimum vieillesse ou RSA, tu as droit à plus. Et si tu as beaucoup cotisé, alors là, à ce moment-là, c'est le 3, tu es au top. Vous voyez la logique ? Donc, on a fractionné la population en 3 niveaux. Ce n'était pas le cas il y a 30 ans. Hein. Et pour la santé, les parents et la famille, on a fractionné la population en 2. Alors, il y a une autre grosse réforme qui a été prise en 1967 par rapport à la sécurité sociale. C'est les ordonnances de 67. Vous voyez, on a pris des gros moyens pour faire passer les réformes. On est passé par des ordonnances, donc pas de négociation possible. Donc, on a séparé les branches de la sécurité sociale qui avant étaient unifiées. Et comme ça, on a la possibilité de traiter la santé et la famille d'un côté, la retraite et le chômage de l'autre. Aujourd'hui, ça ne nous surprend pas, et pourtant, en 67, c'était unifié. Il y avait un seul régime pour l'ensemble des risques, entre guillemets, sauf pour le chômage. Le chômage a été créé en 1958. Au départ, il était prévu, le Conseil national de résistance avait prévu de le créer en même temps que les autres caisses. Sauf que pour des questions budgétaires, et puis il y avait peu de chômage au sortir de la guerre, ils ont décidé de reporter le moment de la création de la caisse UNEDIC, donc qui a été créée seulement en 1958. Mais initialement, la Sécu était un tout homogène, hein, donc c'était une seule caisse unique. On la sépare en 67 et on prend une autre décision importante. On décide que les caisses ne seraient plus gérées aux 3/4 par les salariés ou leurs représentants et 1/4 par le patronat, mais pour la moitié par les représentants des salariés et la moitié par les représentants du patronat. Donc strict paritarisme. Il suffit qu'il y ait un syndicat qui se rallie au patronat pour que la décision du patronat soit enlevée. C'est le cas, c'est ce qui s'est produit. Jusque dans les années 90, c'était FO, qui était allié du patronat, du CNPF à l'époque. Et depuis les années 90, c'est la CFDT qui s'allie, on le voit par exemple dans les dernières conventions UNEDIC, avec le patronat. Voilà. Donc, ce n'est plus les représentants des salariés qui décident des choix en matière de caisse de sécurité sociale. Donc ça, c'est des décisions fondamentales, puisque c'est à partir de là, finalement, que tout a été possible, tout ce que je vous ai dit juste avant a été possible, fractionner la Sécu, geler les taux, etc. Et en 1995, Juppé en a rajouté une couche, c'est-à-dire que les dirigeants des caisses de Sécu étaient élus jusque-là, et en 1995-96, Juppé a décidé qu'ils seraient désignés, nommés par le gouvernement. Donc c'est ce qui se passe maintenant. Et que, pour ce qui concerne en tout cas la santé, ce soit l'État qui décide de la totalité des choses. Donc en mettant en place les conventions d'objectifs, ce qu'on appelle l'ONDAM. Donc c'est des conventions d'objectifs. Les caisses de sécurité sociale sont tenues d'atteindre des objectifs de résultats en matière de limitation des dépenses, par exemple. Les dépenses publiques, qui sont aussi de la production publique. Mais on ne dit jamais production publique, on dit dépenses publiques.
Donc vous voyez, hein, les attaques contre la sécurité sociale et contre le salaire ont été extrêmement virulentes. Quand les opposants, du coup, disent « moins 10 points, il faudrait rattraper ça », ils n'ont pas tort. Mais c'est seulement déplacer le curseur. D'accord ? C'est seulement déplacer le curseur. Alors les opposants, eh bien, aux réformes, ils vont dire il faut plus de solidarité quand ils parlent de la sécurité sociale. Plus de solidarité professionnelle. Alors là, ça devient un piège. Parce que c'est-à-dire que si on n'est pas dans le professionnel, femme au foyer, par exemple, on ne rentre pas dans le discours des opposants. Ça veut dire aussi que pour les opposants, seul le travail dans l'emploi compte. Ce qui est ennuyeux. On entend aussi dire plus de pouvoir d'achat. Et donc là, on se positionne du côté du consommateur. Au lieu de dire plus de salaire, par exemple, ce serait quand même mieux. On dit plus de pouvoir d'achat. On est en train de dire qu'on veut plus consommer. Ça se discute quand même. Hein. On est dans le registre là du capital quand même, hein, quand on dit ça. Alors il y a les opposants des opposants, enfin plus loin, plus à gauche, qui disent encore taxer le capital. Ça se comprend, on comprend que ce serait bien que le capital ait moins de capital. Mais si on dit taxer le capital, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait le capital pour le taxer. Et oui, on légitimise le capital. Alors il y en a qui disent il faut taxer les dividendes. Ben oui, mais il faut des dividendes pour les taxer. Alors, plus on a de dividendes, mieux c'est pour la Sécu. Ce serait quand même paradoxal. Vous voyez ? C'est contradictoire. On est dans une institution qui est subversive du capital et on attend du capital qui nous aide pour le financer. Et en plus, on le légitime et on le conforte. Voilà, donc il faut faire attention à ça, hein, à cette revendication qu'on comprend. Moi, j'étais dans les manifs 2010, on entendait ça, les gens étaient en colère contre le capital, il y avait eu la crise de 2008, voilà, c'est sûr, on était à bout par rapport à ça. Mais on est en train de dire tout l'inverse de ce qu'on voudrait dire, hein, donc il faut faire attention à ça. Et il y a par exemple le PC ou la CGT qui disent qu'il faut moduler la cotisation sociale. Ça veut dire quoi, ça, en fait ? Ils disent qu'il faut... alors, deux choses. Il y a de la cotisation sociale. Donc la cotisation sociale, pour l'instant, elle est calculée en pourcentage du salaire brut. D'accord ? Et eux disent qu'il faut intégrer dans cette assiette qui est le salaire brut, il faut intégrer les revenus du capital. Et comme ça, quand on applique le pourcentage, eh ben, on aura plus de cotisations. Sauf qu'on légitime encore une fois le capital. C'est exactement pareil que de taxer le capital. Et ils disent un autre truc, ils disent il faut moduler la cotisation sociale. Alors ils font le constat que y a des entreprises qui recrutent des personnes sans les qualifier ou sans niveau de qualification et sans bien les payer sur des emplois précaires. Et cela, il faut les sanctionner pour la CGT. La CGT dit, dans ce cas-là, il faut que le taux de cotisation sociale soit plus élevé. Et ils disent l'inverse pour les entreprises vertueuses. Ils disent, pour elles, il faut que le taux de cotisation sociale soit plus petit. Ils sont en train de dire que la cotisation sociale, c'est une charge sociale. Ce qu'ils contestent par ailleurs. S'ils disent ça, ça veut dire qu'ils considèrent que c'est une charge sociale, puisqu'on va récompenser les entreprises vertueuses en matière d'emploi, en les taxant moins, en gros, puisque le taux de cotisation serait plus faible. Vous voyez le problème, c'est une contradiction quand même là-dessus. On se repose non seulement sur l'emploi, que nous on dénonce, qui est aliénant. C'est une institution du capital, l'emploi, le marché du travail, c'est une institution du capital. Et en plus, on est en train de dire que la cotisation, c'est une charge sociale. Sans le dire comme ça, mais ça veut dire ça. Et au bout du bout, on ne sait même pas si la solution là, qui est préconisée à la base pour améliorer finalement les finances de la Sécu, aboutit à ça. Puisque ce n'est pas le but finalement de la revendication. La revendication, c'est de régler ses comptes avec le capital. Donc ce n'est pas du tout dans l'optique d'augmenter les caisses de Sécu. Rien ne garantit qu'en modulant la cotisation sociale, on arrive à remplir le trou de la Sécu. Rien. C'est parce que ce n'est pas le but réel. Voilà.
Je vous dis ça d'autant plus à l'aise que je suis à la CGT, comme ça, les choses seront claires. Je me bats avec eux pour ça. Alors par contre, la cotisation sociale, et j'y viens, voilà, nous présente une expérience émancipatrice par rapport à tout ça. Alors déjà, l'expérience historiquement de la Sécu, c'était, je vous le disais, 3/4 des salariés qui la géraient et 1/4 pour le patronat. Donc en fait, la décision était toujours enlevée par les salariés ou leurs représentants. Donc il faut tirer les enseignements de ça. D'accord ? Donc on se met ça dans le coin d'une tête. Après, je vais vous expliquer de façon plus précise comment elle fonctionne et pourquoi le fait qu'elle passe par la répartition primaire du PIB nous montre un chemin vraiment révolutionnaire. Ça va ? Allez, la répartition primaire. Alors, comment fonctionne la cotisation sociale ? Je vais, si c'est pas clair, vous m'arrêtez. Imaginons une entreprise. Bon, elle vend ses marchandises, elle fait du chiffre d'affaires. D'accord ? Donc c'est le prix de vente multiplié par le nombre de produits qu'elle a vendus. Bien. Qu'est-ce qu'elle fait avec ce chiffre d'affaires à son échelle ? Elle paye tous ses fournisseurs. Ça s'appelle les consommations intermédiaires. Donc toutes les matières premières qui sont rentrées dans le processus de production. Elle paye les salaires nets de ses salariés. Bon, jusque-là, ça va. Bulletin de paye. Elle paye ses cotisations sociales. Alors, comment elle fait ? Elle calcule 40% environ, c'est de moins en moins ça, mais bon, 40% du salaire brut. C'est un mode de calcul. Ce n'est qu'un mode de calcul. On aurait très bien pu décider d'appliquer ces 40% au salaire net ou à toute autre valeur. C'est ce que j'écris là d'ailleurs. Le salaire brut, c'est une construction. Alors le salaire brut, c'est quoi ? C'est le salaire net plus la cotisation salariale. On aurait très bien pu dire les 40% ou 45%, je les applique sur le salaire net. Ce qu'il faut surtout comprendre dans l'affaire, c'est que les cotisations sociales, au même titre que le salaire net, sont prises directement du chiffre d'affaires de l'entreprise. Elles ne sont pas prises du salaire, contrairement à ce qu'on entend dire. Tout le monde croit que c'est un coût du travail qui est pris sur le salaire, que ça vient en diminution du salaire. C'est vrai pour les cotisations salariales, mais certainement pas pour les cotisations patronales, qui sont l'essentiel de la cotisation sociale. La cotisation sociale, elle est divisée en 2 morceaux. C'est dommage. En cotisation salariale et en cotisation patronale. Cotisation patronale, c'est à peu près 80%, 70% de l'ensemble de la cotisation sociale. Le reste, c'est la cotisation salariale. L'idéal eût été qu'il n'y ait pas de cotisation salariale. La cotisation salariale n'est pas gênante si, quand le taux de cotisation salariale augmente, le salaire brut augmente d'autant. La cotisation patronale, on s'en fout complet, c'est-à-dire qu'elle est retirée du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise. C'est ça la répartition primaire. Elle est retirée au même titre que le salaire net, et j'y viens, que l'impôt sur la production, c'est 5% à peu près, mais surtout que le profit. Elle a le même statut que le profit. Est-ce que ça, c'est le truc important, là ? Si vous devez retenir un truc de la conférence, retenez la répartition primaire, parce que ça va vous libérer de plein de trucs. On est tous passés par là. Hein. Moi, il y a 20 ans, d'autres plus récemment. Voilà. Ce truc-là est essentiel. C'est bien sur le chiffre d'affaires de l'entreprise qu'on enlève le salaire net, la cotisation sociale, un tout petit peu d'impôt à ce stade, 5%, et le profit, et les consommations intermédiaires. Et donc, tous ces éléments-là, hormis les consommations intermédiaires, c'est la valeur ajoutée, c'est-à-dire le surplus de production réalisé l'année N. L'année N, j'ai réalisé
plus que l'année précédente. Et ce plus-là, c'est l'équivalent du cumul de salaire net, cotisation sociale, impôt sur la production et profit. Pourquoi on n'intègre pas les consommations intermédiaires? Parce qu'elles ont déjà été produites l'année précédente. Hein, les matières premières, etc., ont déjà été produites l'année précédente. D'accord? Donc ça n'entre pas dans la nouvelle valeur créée cette année. Par contre, le reste, oui. Ce que je veux dire par là, c'est que par rapport à la cotisation sociale, c'est que l'entreprise n'est qu'une boîte aux lettres. Ce n'est qu'une boîte aux lettres pour l'URSSAF, pour alimenter les caisses de la sécurité sociale. C'est une boîte aux lettres, rien de plus. Elle fait son chiffre d'affaires. Quand je dis l'entreprise, c'est les salariés qui produisent. Hein. Son chiffre d'affaires, on le décompose, hop, elle verse les salaires nets, elle verse la cotisation aux caisses d'URSSAF, et le reste, c'est le profit. D'accord? Donc ça, c'est important. Retenez ça, vraiment. Imaginons cette situation pour une entreprise, puisque évidemment, on est un pays, donc il y en a plein d'entreprises qui produisent. Voilà, c'est la valeur ajoutée du secteur marchand. Je vous ai illustré par plusieurs types d'entreprises qui font la même chose. À ça, on ajoute ce que je vous disais tout à l'heure, la valeur ajoutée du non-marchand, donc ce que produisent les fonctionnaires et les gens des caisses de sécurité sociale. Et tout ça, ça nous donne la valeur ajoutée dont je vous parlais tout à l'heure, ou le PIB, si vous préférez, de 2000 milliards d'euros pour l'année, pour cette année à peu près, un petit peu plus cette année. Bon. C'est ça le PIB. Et donc, on fait la même chose au niveau national qu'on a fait à l'échelle de l'entreprise. Hein. On décompose entre salaire net et cotisation sociale et profit. Donc salaire 1200 milliards d'euros, excusez-moi. Cotisation sociale pour l'ensemble du pays, 400 milliards d'euros, c'est énorme. C'est pas rien, quoi. Qui vont à l'URSSAF. Et 400 milliards pour le profit, c'est ce qui reste. Donc ça, c'est la répartition primaire. Première, il faut comprendre première. Alors pourquoi c'est important ça? Parce que le mot cotisation patronale n'a aucun sens. C'est pas du tout patronal. Ça sort pas de la poche du patron, ça sort de la poche du chiffre d'affaires. C'est un morceau du chiffre d'affaires, c'est-à-dire, je vous le rappelle, la production des salariés et des indépendants. Puisqu'il n'y a qu'eux qui produisent. C'est ce que je disais en introduction. Il n'y a que eux qui produisent. Donc, on décide d'affecter une partie de ce que produisent les salariés et les indépendants à la cotisation sociale. Donc, le mot patronal n'a pas du tout de sens. Ils jouent là-dessus quand ils font leur réforme. Ils disent « ouais, c'est de la charge patronale ». Mais non, pas du tout patronal. Pas du tout. Conséquence aussi de ça, c'est que quand on dit « je cotise », ça n'a pas de sens parce qu'on ne met rien de côté. Tout se passe en temps réel. C'est de la répartition primaire. C'est à l'instant T. L'URSSAF met un jour pour transformer toutes les cotisations sociales collectées en salaire des soignants, indemnité chômage, pension pour la retraite et allocation familiale. Un jour. Donc il n'y a même pas d'accumulation financière. Hein. Donc personne ne cotise, il n'y a pas besoin de cotiser. Et donc quand ils nous disent, plus je cotise, plus j'ai droit, c'est encore pire. Ils nous ont augmenté la durée de cotisation à 43 ans. Là, pour les retraites, il n'y a pas longtemps, en 2010. Et ils veulent continuer. Hein. Quand il y aura Juppé, etc. au pouvoir, ça sera pareil. Il l'a déjà annoncé d'ailleurs. Donc plus je cotise, puisque je cotise ne veut rien dire, plus je cotise, là encore moins de sens. Et on a même la preuve sous les yeux. Alors on ne met rien de côté dans un frigo, bon c'est pour illustrer, on ne met rien dans un congélateur, non, tout est en temps réel. Hein. Un jour, je vous le rappelle, un jour. On a sous nos yeux 3 exemples qui le prouvent. Nos enfants, qui ont des soins, ils n'ont jamais cotisé, nos enfants. Ils ont droit, autant que nous, à des soins auprès du médecin, à l'hôpital.
Ils n'ont jamais cotisé, nos enfants. Il n'y a pas besoin de cotiser. Les retraites de réversion pour le conjoint survivant. Le conjoint, il n'a pas cotisé puisqu'il a une retraite de réversion. Hein, c'est quand le conjoint meurt, voilà, le survivant, il a droit à une demi-retraite de son conjoint décédé. Donc il n'a pas cotisé, celui-là. Et le troisième exemple, c'est l'AGIRC. Vous savez, c'est la retraite complémentaire des cadres dans le privé. Et donc quand l'AGIRC a été créée, avant l'ARCO d'ailleurs, puisqu'ils ont été initiateurs là-dessus, les cadres, je vous ai mis un beau cadre. Je vous ai mis Marx en cadre. Je n'ai pas trouvé de cadre en représentation, je me suis dit je vais mettre un cadre. Donc quand l'AGIRC a été créée, les premiers cadres qui ont bénéficié de cette retraite complémentaire n'avaient jamais cotisé, puisque tout est en temps réel. Donc il faut vraiment se mettre ça dans la tête. Donc il n'y a pas besoin d'avoir cotisé encore moins longtemps, d'avoir cotisé longtemps pour avoir droit à une retraite, une indemnité chômage, un salaire socialisé. Voilà pourquoi, parce que c'est de la répartition primaire. On a décidé d'affecter aujourd'hui 20% du PIB à la cotisation sociale. On pourrait décider d'en affecter plus. Hein. C'est ce qu'on va préconiser, nous, à Réseau Salariat. Vous allez voir. Alors, la fiscalité ne fonctionne pas de la même manière. La fiscalité, elle n'est pas dans la répartition primaire, hormis la petite partie d'impôt sur la production, c'est 5% du PIB, c'est assez négligeable, puisque, en gros, la fiscalité, elle représente 30% du PIB aujourd'hui. Bon. Pourquoi ce n'est pas du tout comparable ? Parce que la fiscalité, c'est de la répartition secondaire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a réparti entre salaire net, cotisation sociale et profit, c'est seulement à ce moment-là qu'on va prendre l'impôt, que ce soit la TVA, l'impôt sur les revenus, l'impôt sur le capital, etc. D'accord ? Donc c'est une fois qu'il y a eu cette première répartition primaire que les choses ont été faites, que la fiscalité intervient. Pourquoi ? Parce que la fiscalité n'est pas là pour remettre en cause le système capitaliste, elle est là pour le corriger. Donc elle va venir dans un deuxième temps, quand vous payez vos marchandises, la TVA, quand vous payez vos impôts sur le revenu, donc vous avez déjà eu votre salaire, elle vient dans un deuxième temps, elle ne remet pas en cause le système capitaliste, elle peut éventuellement le corriger ou le renforcer. On l'a vu par exemple, la taxe sur le capital, elle serait là. Voilà, donc c'est ce que je viens de dire, ça s'appuie sur le capital et sur le marché du travail, puisqu'il faut qu'il y ait eu production dans l'emploi, hein, pour qu'il y ait une décision d'affectation de la fiscalité. Donc vous voyez que la cotisation sociale ne fonctionne pas du tout comme la fiscalité, et que c'est là vraiment tout son enjeu, toute sa subversion est là en fait. Alors pourquoi ? Je vais aller un peu plus loin. Donc je reprends mon schéma de tout à l'heure. Ça paraît confus comme ça. Hein. Alors, je reprends la partie verte. Donc, j'en étais à la répartition primaire. Donc, je viens de vous expliquer ce que c'est que la répartition primaire et l'enjeu qu'il y a derrière. Et qu'on n'est pas dans de la redistribution comme avec la fiscalité. On retrouve notre PIB. La partie en rouge, c'est la cotisation sociale. À quoi sert la cotisation sociale ? Donc, pour Réseau Salariat, la cotisation sociale, ce n'est pas un outil de justice sociale ou de solidarité, c'est un moyen de payer du salaire socialisé, c'est-à-dire du salaire pour les retraités, c'est la pension, du salaire pour les chômeurs, c'est l'indemnité chômage, du salaire pour les parents, c'est l'allocation familiale, et du salaire pour, j'oublie, les soignants. Pour les soignants, les médecins, infirmières, etc. C'est du salaire socialisé. On a une caisse de salaire quelque part, la cotisation sociale est dans des caisses de sécurité sociale, et ces caisses de sécurité sociale présentent quelque part les formes d'une caisse de salaire pour ces parents, soignants, etc. Et ce n'est pas seulement ça la cotisation sociale, c'est aussi un moyen d'investir
la cotisation sociale, c'est elle qui a permis la création des CHU. Les CHU, c'est des investissements massifs. Donc non seulement la cotisation sociale, elle nous prouve qu'elle est en capacité de payer des salaires hors de l'emploi, hors du marché du travail, géré par le capital, mais en plus, elle nous prouve qu'elle peut payer des investissements massifs sans passer par le crédit et donc sans intérêt, puisque tout est en répartition. Alors nous, on s'est dit à Réseau Salariat, ça présente quand même un potentiel qu'on pourrait développer. Pourquoi ne pas élargir la cotisation sociale, la partie rouge, à l'ensemble du PIB? Donc, mettre un terme à la partie jaune, qui est le marché du travail, en gros, et à la partie violette, qui est le capital, où se localise l'essentiel de l'investissement. Et pourquoi ça? Parce qu'on voudrait maîtriser ce que l'on produit, tout ce que l'on produit, et pas seulement déplacer le curseur. Donc, étendre à une caisse de salaire qui serait à peu près 60% de l'ensemble de la valeur produite, donc l'ensemble des 2000 milliards d'euros, qui serait notre salaire à vie, qui serait un salaire à vie, à l'image des retraités, hein, à l'image aussi des fonctionnaires. Et l'autre partie, 30%, alors on imagine nous 30%, c'est aujourd'hui 20% l'investissement. Hein. Donc 30% qui serait affecté à l'investissement, pas seulement à l'investissement, on a prévu aussi une partie qui serait du service public. Et donc il faudrait financer le fonctionnement du service public. Donc on propose de mettre 10 points de PIB au service public, 15 points aux caisses d'investissement, et une partie qui serait gardée dans l'entreprise comme autofinancement, comme ça existe aujourd'hui déjà, hein, et ça à hauteur de 15%. Voilà, vous me suivez? Alors je peux aller plus loin, je ne sais pas quelle heure il est. 8h moins 10. Est-ce que vous voulez... voilà, moi j'ai prévu de développer encore derrière la partie investissement. Hein? Donc j'ai 40 minutes. Donc je peux y aller, ça veut dire? Oui, ça va? Donc je vais vous développer un petit peu plus ce que c'est que ce projet, plutôt sur les caisses d'investissement, moins sur les caisses de salaire, parce que bon, ça serait très long. Et je pense que sur les caisses de salaire, ça se comprend mieux, puisqu'on a déjà des modèles sous les yeux avec nos médecins, nos retraités, nos chômeurs, etc. Le plus dur peut-être dans l'affaire, là, à comprendre, ou à intégrer, c'est que tous ces gens-là produisent de la valeur. Parce qu'on est tellement dans le schéma qu'on ne produit que dans l'emploi, on a du mal à penser que tous ces gens-là produisent bien de la valeur, et ce qui est vraiment le cas. Je vais plutôt me focaliser sur les caisses d'investissement, qui est en pleine réflexion à Réseau Salariat, parce qu'on est en train de creuser cette affaire-là, qui n'est pas simple. Et donc, c'est dans l'état actuel de nos réflexions. Une brochure devrait sortir sur le sujet dans pas longtemps, je pense, dans quelques mois, en détaillant un petit peu plus ce que je vais vous dire maintenant. Ah, j'ai oublié de vous dire évidemment que tout ça serait fait dans le cadre d'une décision démocratique, contrairement à ce qui est fait aujourd'hui, puisque le but de notre projet, c'est de donner la voix aux producteurs que nous sommes tous. Je vais aussi y revenir. Alors donc l'investissement, comment ça fonctionnerait? Déjà, comment ça fonctionne aujourd'hui? Donc je vous disais tout à l'heure, c'est à peu près 20% du PIB qui est consacré à l'investissement. Tout le monde reconnaît que c'est insuffisant, bah oui, puisqu'une grande partie du profit va aux dividendes aujourd'hui, qui ne sont pas de l'investissement. Donc je reprends l'exemple de mon entreprise. Voilà, elle a produit cette année une valeur ajoutée de temps, qu'elle répartit, comme d'habitude, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, entre salaire net, cotisation et profit. On va se focaliser donc plutôt sur la partie profit, puisque c'est là que se localise essentiellement la partie investissement. Même si ce n'est pas tout à fait le cas, bon, il peut y avoir des salariés qui investissent. Voilà. Bon, mais
L'essentiel, c'est dans la partie violette, on va dire. Alors, que fait-elle avec cette partie profit? Elle paye comme nous autres salariés des impôts sur les revenus du capital, qui vont à l'État, qui vont financer les fameuses dépenses publiques. Elle a une partie en autofinancement et la partie qui va aux dividendes. Donc c'est cette partie-là qui a explosé au cours des dernières années, puisque je crois qu'aujourd'hui on est à hauteur de 1100 milliards d'euros de dividendes dans le monde. Ces dividendes sont versés à des actionnaires qu'on qualifie, nous, à Réseau Salariat, de propriétaires lucratifs. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui possèdent une partie de l'entreprise, donc ils sont propriétaires, c'est eux les décideurs finalement. Et lucratifs, pourquoi? Évidemment, ils prennent un intérêt à chaque fois en se servant sur le dos des salariés qui ont produit la valeur. Imaginons que notre entreprise ait besoin d'investir. Elle envisage d'acheter une machine, voilà, à hauteur de 100 000 €. Et elle a calculé que sur les années à venir, les 5 années à venir, ça générerait environ 1 million d'euros étalés sur 5 ans. Comment procède-t-elle? Elle regarde son autofinancement, elle estime que c'est suffisant, donc elle va piocher dedans, d'accord? Elle va financer son investissement. L'année suivante, elle va faire une production supplémentaire. Ça va augmenter de 200 000 €, j'ai divisé par 5. Voilà. Elle va augmenter donc sa nouvelle valeur de 200 000 €. Voilà. Donc elle paye aussi sur ces 200 000 supplémentaires de l'impôt. Elle va avoir de nouveau de l'autofinancement possible. Elle va payer de nouveau des dividendes. Et sur les 5 années qui viennent, voilà, ça va donner une valeur produite augmentée, voilà, d'1 million, selon ses prévisions, qui vont financer de l'impôt, qui vont financer ses propres investissements et les dividendes de ses actionnaires. Imaginons que son autofinancement ne suffise pas. Elle se pose la question de où trouver ces 100 000 €. Ce qui est un comble, parce qu'on sait très bien que ces 100 000 €, ils existent quelque part, sauf qu'elle ne sait pas où. Dans un système idéal, on pourrait dire je vais les emprunter parce que je sais qu'un tel les a quelque part, voilà, ce qui n'est pas le cas. Donc, où trouver les 100 000 €? Elle va se tourner vers ses actionnaires et puis elle va dire je vais faire une augmentation de capital. Donc, ces actionnaires apportent des nouveaux capitaux dans l'entreprise, donc ils renforcent leur pouvoir de propriété, d'accord? Et donc ils augmentent d'autant leurs dividendes. Éventuellement, elle fait appel à des nouveaux actionnaires, si elle ne trouve pas chez ses actionnaires anciens, qui eux-mêmes, du coup, vont faire appel au crédit, parce qu'ils n'ont pas toujours les sous. Ça, c'est le LBO. Le LBO, c'est le truc horrible où, en gros, les actionnaires, ils n'ont pas les sous, ils les empruntent à la banque, qui leur fait crédit, et entre-temps, ils se sucrent sur le dos des salariés. Donc c'est ce principe-là, le crédit. Voilà. Donc, soit elle fait ce détour-là, elle passe par ses actionnaires, qui en général n'ont pas les sous, mais vont faire appel au crédit. La banque, évidemment, elle voit que c'est des actionnaires, elle va leur prêter. Voilà. Ou bien elle fait appel directement au crédit auprès de la banque. Donc la banque, qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde ce qu'elle a en coffre. Soit elle a assez, elle prête à partir de là. Ou bien elle n'a pas assez et elle demande une création monétaire auprès de la banque centrale. Le tout, évidemment, sera remboursé à la banque ou aux actionnaires par le biais des salaires. C'est-à-dire que les salaires vont être modérés, comme on dit, il va y avoir modération salariale, pour pouvoir rembourser la dette, le crédit, dont on sait pourtant qu'il est ailleurs. Ce crédit-là pourrait être facilement contracté ailleurs.
Donc, je le disais, elle paye les dividendes des actionnaire et en même temps, elle réduit les salaires ou elle modère en tout cas les augmentations salariales. Bien. Donc, on est passé par 3 intermédiaires. L'intermédiaire des actionnaires qui existaient déjà dans la boîte, éventuellement des nouveaux actionnaires ou une banque. Alors même qu'on sait que l'argent se trouve ailleurs. Comment ça fonctionnerait si on était sous le régime de réseau salariat? C'est notre logo d'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure. Le logo de réseau salariat, il présente en fait le PIB avec les 3 parties que je vous disais. La branche blanche, donc c'est le salaire, la cotisation sociale en rouge et le profit. Et nous, on est en train de dire qu'on l'étend à l'ensemble du PIB. C'est pas un H, c'est le PIB. Voilà. Donc on a nos caisses d'investissement. Comment ça fonctionnerait? On a notre entreprise. Notre entreprise produit son chiffre d'affaires. On est toujours en système marchand, en réseau salariat. On n'a pas éliminé la monnaie, loin de là. On garde le système marchand. On élimine le capital et le marché du travail. L'entreprise qui a produit son chiffre d'affaires, l'ANN, elle verse à une caisse des salaires, comme c'est déjà le cas avec l'URSSAF, 60% qui iront pour les salaires à vie de tout le monde, à partir de 18 ans, c'est ce qu'on propose, c'est discutable, ça pourrait être 16 ans. C'est l'âge politique, on va dire. 10% pour la caisse qui irait aider au fonctionnement de la fonction publique, des services publics. 15% qui irait aux caisses d'investissement. D'accord ? Et notre autofinancement, on estime que l'entreprise pourrait garder 15% de la valeur qu'elle a produite, qu'elle a créée, pour ses propres besoins d'investissement quand ils ne sont pas énormes. À l'échelle macroéconomique, on a la même chose, c'est-à-dire qu'on a notre valeur produite avec nos N entreprises. Voilà, on retrouve notre PIB, tac, le voilà, avec 60% dédiés à la caisse de salaire et donc 30% caisse d'investissement et de fonctionnement. Voilà. On n'est plus dans une logique où on va chercher l'argent quelque part, chez des actionnaires ou à la banque, parce qu'on ne sait pas où le trouver. Pourtant, on sait que ça existe. On est au contraire dans un schéma où on fait une préemption sur le PIB, où on décide de préaffecter 30% de la valeur produite chaque année à l'investissement. Vous voyez, on inverse la logique. On facilite la vie aux investisseurs, en gros, qui ne sont pas des spéculateurs pour le coup, qui sont vraiment là pour investir et créer de la valeur nouvelle. Donc là, le mot important, c'est le mot préemption. C'est comme la cotisation sociale. Aujourd'hui, la cotisation sociale, on a décidé, en cumulant tous les taux de cotisation, que ça faisait à peu près 20% du PIB. 20% du PIB est affecté à la cotisation sociale aujourd'hui pour financer les salaires socialisés. Là, on décide que ce serait 30% du PIB qui serait préempté pour alimenter les caisses d'investissement. Alors, comment fonctionneraient ces caisses d'investissement le plus démocratiquement possible? On a imaginé un système de proximité. Tout n'est pas décidé, évidemment. C'est pas du tout. Ça sera une discussion, un débat politique à avoir. On amène des pistes. Il faut les prendre vraiment comme des pistes. Quand on sera au pouvoir, c'est ça. Ah bah ça a été vite en 1945. Ambroise Croizat, il a créé la Sécu. Voilà, c'est une décision. Il est resté 2 ans au pouvoir. D'accord ? Donc en 2 ans, on a eu le statut de la fonction publique d'État en 1946, que je suis en train d'étudier, et les caisses de sécurité sociale en 1945. Voilà, c'est inouï. Donc nous, on s'est dit que ce serait pas mal, pareil, dans les traces de Croizat et de tous ceux qui ont construit la Sécu, qui est des caisses de proximité. Donc que l'on répartisse
les caisses sur plusieurs échelons géographiques, encore une fois, là, à discuter. Nous, on verrait bien des choses à l'échelle très locale, mais pourquoi pas aussi à l'échelle régionale et nationale, dès l'instant où on a affaire, par exemple, à des investissements colossaux qui mériteraient aussi des discussions par rapport à l'écologie, par rapport à des choix stratégiques pour le pays. Voilà. Donc, plusieurs échelons géographiques de décision. Peut-être qu'il faudrait du coup spécialiser les caisses en fonction des besoins d'investissement de tel territoire ou de s'inspirer de ce qui a été fait dans telle caisse. Voilà. Ça, c'est aussi ouvert, évidemment. Peut-être que ce serait bien de raisonner en termes de spécialisation. Et évidemment, l'idée, c'est que ce soit le plus démocratique possible. Et donc, dans ces caisses de sécu, comme on avait le modèle pour les caisses de sécu actuelles, imaginez qu'il y ait des décideurs qui soient des représentants des citoyens, des représentants d'associations, quand il y a des décisions qui sont prises pour... C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire peut-être qu'au niveau national, il faudrait qu'il y ait des caisses qui soient plutôt... dédiés aux décisions qui ont trait, par exemple, aux orientations stratégiques du pays, aux investissements stratégiques du pays. Voilà. Que ce ne soit pas des décisions, par exemple, de proximité, qui, elles, pourraient être envoyées à des caisses locales, pour une entreprise locale. Les investissements de la SNCF, c'est peut-être plus judicieux que ce soit pris à un échelon national, par exemple. Ou des décisions relatives à l'énergie, voilà. Donc, du point de vue de la représentation, encore une fois, le modèle de la sécurité sociale, qui est des représentants des citoyens, des syndicats, des associations, évidemment des producteurs que nous sommes, les salariés, les indépendants, qui soient représentés, et sans doute à géométrie variable, selon le type de décision à prendre, là aussi. Sans doute des experts aussi, hein, vous voyez, voilà. Alors, ce qui veut dire aussi que derrière, il faudrait penser le mode de sélection. Encore une fois, la Sécu nous a montré le chemin avec le système électif. C'était génial, ça. Donc, il y avait des mandats et les gens tournaient. Donc, ça n'empêche pas le clientélisme. Il faudra être vigilant par rapport à ça, évidemment. On n'est pas dupe, quoi. Mais pourquoi pas imaginer un mode d'élection avec une durée de mandat restreinte pour éviter voilà, l'institutionnalisation des positionnements politiques et autres. Bon. Et évidemment, ce serait idéal que les gens soient formés, tout le monde, tout citoyen soit formé à la prise de décision en matière d'investissement, parce qu'on n'est pas qualifié, et ça s'apprend. Donc, des universités populaires ou des universités tout court qui formeraient à la prise de décision en matière d'investissement. Et évidemment, de décider de règles d'affectation des investissements. Et là, rentrent en jeu des critères, je disais, anthropologiques tout à l'heure, conditions de travail, conditions salariales, des règles en matière d'écologie, par exemple, des critères de ce point de vue-là, d'autres critères qui m'échappent aujourd'hui, mais donc se mettre d'accord sur certaines règles qui pourraient être un socle commun à l'ensemble des caisses, et d'autres qui seraient variables, encore une fois, selon la prise de décision et selon l'échelon géographique. Donc tout ceci, évidemment, reste ouvert au débat. C'est loin d'être arrêté. Et l'histoire nous montre qu'en général, c'est en marchant que les choses se construisent. Comment la cotisation économique fonctionnerait? Donc on retrouve notre caisse. Elle serait alimentée donc, par cette fameuse cotisation économique dont je parlais tout à l'heure, les 15% du secteur marchand. Je me suis trompée, c'est 10% pour le fonctionnement des services publics, c'est pas 15%. Ça pourrait être aussi alimenté par l'épargne. Tous les salariés, tous les producteurs et même les entreprises peuvent ne pas dépenser en salaire ou en autofinancement à l'instant N leur argent. Ils font de l'épargne. L'épargne existe toujours dans notre modèle. Donc cette épargne-là, des entreprises et des particuliers, pourrait aussi alimenter les caisses de cotisation économique. À quoi serviraient donc ces caisses? À prêter de l'argent aux particuliers, comme c'est le cas aujourd'hui par les banques, sauf qu'elles se prennent un intérêt.
Donc des avances remboursables qui permettraient d'anticiper leurs gros achats, comme aujourd'hui, avec, quand le particulier vient réclamer son épargne, un remboursement à hauteur de l'épargne qu'il a mise, plus le taux d'inflation, s'il y a une inflation, plus le taux de croissance économique pour qu'il rentre dans son épargne initiale. Et évidemment, ça alimenterait le fonctionnement du service public à hauteur de 10%. Et nos fameux investissements d'entreprise. Donc là, on serait dans une logique non pas de crédit, mais de subvention. Et là, ça existe aussi dans le secteur public. Le nombre d'associations qui sont subventionnées, donc qui n'ont pas à rembourser. Donc là, l'entreprise n'aurait pas à chercher des prêteurs, comme elle le fait aujourd'hui, et encore moins des prêteurs lucratifs. Elle s'adresserait à sa caisse, la caisse examinerait son investissement, la subventionnerait, et elle n'aurait pas à rembourser, comme c'est le cas aujourd'hui pour les investissements publics. Donc si on reprend notre exemple de tout à l'heure, l'entreprise, elle a besoin d'investir pour 100 000 € pour une machine nouvelle. Bon, elle a anticipé une création nouvelle sur 5 ans de 1 million. On regarde le même exemple. Elle s'adresse à sa caisse pour récupérer cet argent. Sa caisse lui dit « Ok, Banco, je te subventionne, j'ai assez dans mes caisses, je te subventionne la totalité. J'ai pas assez, je fais appel à une espèce de banque centrale, il ne faudra peut-être pas l'appeler comme ça, j'utilise le terme qui existe aujourd'hui, hein, une banque centrale, qui créerait la monnaie nécessaire au complément qui n'est pas contenu dans la caisse économique, dans la caisse d'investissement. Donc l'ANN plus 1, valeur nouvelle créée, 200 000 qui viennent se rajouter à la valeur à ajouter initiale. Voilà, donc je retrouve mon PIB, hein, en gros. Le PIB, en tout cas la valeur ajoutée de l'entreprise, qui, sur cette nouvelle valeur auquel on a ajouté les 200 000 de création nouvelle, réaffectera 60% à la caisse des salaires, 10% à la caisse de fonctionnement, 15% à la caisse d'investissement, et qui se gardera 15% d'autofinancement. Voilà en gros comment fonctionnerait notre caisse d'investissement. Voilà. Évidemment, je l'ai mis tout en haut, tout ceci suppose malgré tout, on n'est pas dupe non plus, hein, un système de contrôle sur la légalité du fonctionnement et les éventuelles dérives qui pourraient arriver, voilà, comme dès l'instant où on gère de l'argent. Alors vous voyez qu'ici, dans ce modèle-là, eh bien, on ne recourt absolument pas au crédit, donc, et encore moins à l'intérêt. C'est tout le principe du système capitaliste et qu'on repousse de toutes nos forces. Il n'y a pas besoin de produits financiers et il n'y a pas de propriétaire lucratif, donc pas d'accumulation financière. Voilà. Il n'y a aucun intérêt à faire de l'accumulation financière du reste. Voilà. J'en ai terminé. On y va pour les questions. Donc, je prends note et tu les noteras sur la vidéo. Donc, il y aura une vidéo d'ici un mois, à peu près aussi. On pourra. Alors, je fais la partie VRP si on veut. Éventuellement, vous pouvez laisser vos coordonnées sur la table à la fin, qui nous permet donc d'envoyer la vidéo, de vous prévenir aussi des différents événements qu'on organise sur le département. Donc des événements essentiellement du réseau, mais il n'y a pas que le réseau, il y a aussi, comme je disais, on va faire venir Michel Étiévent pour Ambroise Croizat, Marcel Paul. Il n'est pas du réseau salarial, hein, ça tourne toujours en même temps, mais il n'est pas du réseau salarial. Voilà, donc ça sera là-bas, et puis ceux qui sont déjà inscrits, ça arrivera donc maintenant qu'on s'organise petit à petit. Donc, voilà. Donc on y va, allez-y madame. Ça fait plusieurs fois que j'assiste à des conférences. Vous, c'est la première fois, mais j'ai assisté à plusieurs conférences données par Bernard Friot. Alors, chaque fois, pour moi, bon, c'est souvent des conférences très
Ce sont des conférences très denses avec beaucoup de notions dont moi, les notions économiques, je ne les ai pas et j'ai toujours des difficultés pour entrer dans la compréhension globale. Et pour moi, il me faut beaucoup de temps. Mais chaque fois, je suis très perturbée par ce que vous dites, parce que ça va tout à fait à l'encontre de moi, de ce que je dis. Moi, en tant que militante syndicale, je suis à la FSU, je travaille sur les problèmes de santé, et je ne sais pas si je dois me mettre des tonnes de cendres sur la tête, mais je fais tout ce que vous avez dénoncé. Absolument. Alors, je suis très troublée chaque fois. Je sais que je ne travaille pas assez. Je commence un peu à travailler à partir de ce que dit Bernard Friot. Je ne le fais pas tout à fait en profondeur. Je suis peut-être lente. Est-ce que, entre parenthèses, est-ce qu'il est prévu un résumé, un document sur ces conférences qu'on peut avoir? Parce que moi, j'ai pris quelques notes, mais je sais que je vais bien oublier, et que pour travailler, j'ai besoin d'écrit. Bon, je suis une vieille génération qui fait comme ça. Alors, sur un tas de points, j'adhère beaucoup. Je vais dire simplement sur ce quoi j'accroche vraiment. Alors, une des choses, peut-être vous ne l'avez pas dit aujourd'hui, mais que Bernard Friot avait dit, c'était peut-être hier. Non, c'était la semaine dernière, oui. C'est qu'il déconnecte la retraite avec les annuités. En disant, quelle que soit la quantité de travail qu'on a pu fournir pendant la vie, la retraite doit être, alors je ne sais pas quelle est l'expression qui dit, 100% du salaire net, je crois. Hein. Bon, alors moi, quelqu'un qui aurait participé à la production de richesse pendant toute sa vie et quelqu'un qui ne l'aurait pas fait, pour moi, c'est quand même pas pareil. Il n'a pas participé à la vie sociale de la même façon. Voilà, donc ça, c'est une question sur laquelle je bute. Une question que je pose aussi, c'est que, à partir de ce que vous avez dit sur les investissements, il n'y a pas la question de la propriété des entreprises. Alors, ces entreprises, en fin de compte, elles sont subventionnées par le travail de tout le monde, par la richesse produite, mais à qui elles appartiennent? Alors donc, c'est un point que je me pose. Alors... Et puis, un petit point de détail qui va vous paraître peut-être un peu ridicule. Moi, je me pose longtemps la question de savoir pourquoi il y a deux types de cotisations sociales. Parce que je suis d'accord sur la cotisation sociale comme étant un salaire pris sur la valeur ajoutée. Bon, mais alors pourquoi les cotisations salariales? Et je ne suis pas capable d'en discuter avec les copains lorsqu'on fait des réunions sur les problèmes de santé et en particulier sur les problèmes de financement, parce que je travaille surtout sur les problèmes de financement. Voilà, alors c'est les choses les plus importantes que je voulais dire. Pour la CSG, une autre question. Moi, je suis tout à fait contre la CSG et ce n'est pas toujours facile dans les syndicats de faire adopter cette position contre la CSG. Il y a des positions différentes. Est-ce que les entreprises, certaines entreprises, payent la CSG? Moi, je me bats pour dire non, mais peut-être je dis des bêtises. Voilà. J'ai noté les 4 questions. Si tu as besoin, je te redonne. Mais j'ai pas de feuille, par contre. Ouais, c'est bon, non, c'est bon. Alors, sur la compréhension de l'économie, etc., on en discutait un petit peu en aparté tout à l'heure avant de rentrer pour la conférence. Il y a deux choses qui se produisent là, en fait. C'est-à-dire que la compréhension de l'économie, pour moi, c'est normalement, ça ne devrait pas être complexe. C'est-à-dire que je pense que c'est complexifié. À un moment, c'est pas un complot, c'est pas ça que je veux dire, mais je pense que c'est sciemment aussi complexifié.
Maris, qui est décédé il n'y a pas longtemps, il est aussi sur cette position, c'est de l'idéologie, là. Avant toute chose, l'économie, c'est de l'idéologie, c'est-à-dire que c'est des positions politiques qui ne sont jamais dites. Hein. Donc, si nous, on est clair, c'est ce qu'on présente, c'est sans doute de l'économie avec un positionnement clairement à gauche. Voilà. Hein. Donc, en général, c'est pas dit. Quand c'est à droite, en tout cas. C'est moins dit, en tout cas, hein, puisqu'ils sont majoritaires. Quand on entend sur France Inter voilà, il est à droite, bon, faut... oui, du coup, c'est naturalisé, c'est-à-dire que ça devient quelque chose de naturalisé. Bon. Et pour moi, l'économie, c'est pas complexe, en réalité. Mais c'est devenu complexifié parce que les choses ont été complexifiées par les économistes, enfin ceux qui se disent économistes, mais qui sont idéologues. Et c'est d'autant plus compliqué sans doute de nous percevoir, nous, qu'on bouscule l'idéologie dominante, voire certaines idéologies dominées. Puisque notre vision des choses produit un espèce de retournement de cerveau, je ne sais pas comment on peut dire ça, et on le voit bien à chaque fois qu'on fait des conférences, tous ceux qui interviennent à Réseau Salariat, ils font un retournement de cerveau, et moi, il s'est produit il y a 20 ans. Donc, voilà, mais je suis passée aussi, comme vous, par une période où, là, non, mais c'était pas possible, quoi. Puis, à un moment, on passe un stade, tac, ça passe. Et la répartition primaire, je pense que si on l'a comprise, ça aide à passer un peu ce stade. Donc voilà, c'est pour vous rassurer, par rapport à ça. C'est tout à fait normal que vous ayez besoin de noter, machin et tout, de lire. Alors, par parenthèse, il y a des brochures qui sont faites par Réseau Salariat qui sont téléchargeables facilement sur nos thèses. Il y a des articles aussi sur le site de Réseau Salariat sur certaines thématiques. Il y a des vidéos. Bon, après, je ne vous cacherai pas que c'est un travail de longue haleine et que du coup, comme il y a en plus ce retournement de cerveau quelque part à faire, voilà, ça rend les choses pas évidentes. Sur la question des annuités, vous dites, moi je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il y en a qui n'ont pas travaillé, et du coup, en gros, ils n'ont pas droit à une retraite pleine et entière, comme celui qui aurait travaillé, parce qu'il aurait une utilité sociale, il aurait produit pour la collectivité, etc. Donc déjà là, nous, on fait la différence entre travail et emploi. D'accord ? Donc c'est pas parce qu'on n'a pas travaillé dans l'emploi qu'on n'a pas travaillé. Ma mère ou votre mère, ou je dis souvent les femmes, parce qu'elles ont éduqué les enfants, elles ont passé leur vie à travailler, elles n'étaient jamais dans l'emploi, et elles se retrouvent avec le minimum vieillesse. Est-ce qu'elles ont mérité ça ? Non. Voilà. Donc pour nous, il y a vraiment cette différence fondamentale entre le travail et l'emploi qu'il faut absolument se mettre dans la tête, quoi. Et je le vois aussi au sein de mon syndicat, ils ne reconnaissent pas le travail hors de l'emploi. Pour eux, quelqu'un qui n'est pas dans l'emploi ne travaille pas. Et ils sont du coup sur des positions qui sont gênantes, c'est-à-dire qu'ils vont défendre du coup les risques professionnels, retraite et chômage. Aussi. Bon, voilà. Bon. Donc du coup, il y a toujours cette partie-là, à mon avis, enfin cette déconnexion qu'il faut absolument faire entre travail et emploi et veiller à ça. Et de fait, je ne vois pas qu'il y ait grand monde qui n'ait pas travaillé dans sa vie pour les autres. Citez-moi un exemple, enfin il y en a sans doute des gens qui restent toute la journée devant leur télé à rien faire, mais honnêtement, je ne vois pas. Les retraités, ils sont surbookés, quoi. Ceux qui sont en bonne santé. Ils sont dans des assos. La moitié des conseillers municipaux, c'est des retraités. On en a tous autour de nous, quoi. Hormis les grabataires, mais il y a bien des malades aussi chez les salariés. Hein. Bon. Ils travaillent tous. Le chômeur, il travaille. Il y en a pas mal à Réseau Salariat. Il bosse pour le réseau, pour l'asso. À temps plein, quoi, quasiment. Donc, ils travaillent pour le collectif. Les intermittents du spectacle aussi. Est-ce qu'il y a des statistiques sur justement l'activité du chômeur ? Est-ce que ça existe ? Très peu. C'est quelque chose qui est très difficile. Très peu. Alors, j'avais lu la moitié des retraités qui sont dans les conseils municipaux, par exemple, ça, je l'ai lu dans un bouquin de Andersen. Voilà. Mais il y a l'adresse aussi, la direction
de la recherche dans les sciences sociales au ministère des Sciences, qui produit des choses sur la retraite. Mais ils vont... Bon. Il y a des études sur les emplois du temps quand même, mais c'est beaucoup axé justement sur hommes-femmes et actifs. Mais Ouais, il y a voilà. des études sur les emplois du temps qui permettent de voir qu'effectivement, il y a tout un tas d'activités qui ne sont pas... Tu en parlais un petit peu dans le PIB. C'est comme ça qu'on arrive à estimer que le PIB augmenterait de 30% si on prenait tout le travail Domestique, ouais. Est-ce qu'on ne peut pas trouver ce mot bénévolat? Oui, mais ce qui me gêne dans bénévolat, c'est que du coup, on fait comme si les gens n'étaient pas payés. Ah non, mais pour avoir le type d'activité, je veux dire, les bénévolats, Oui, après, ça dépend de la définition qu'on a. oui, voilà. Mais je veux dire, là, on voit les gens... C'est cela, oui, c'est cela. Mais il y a aussi celui qui cultive son jardin, celui qui va à l'école récupérer les enfants, le retraité qui va à l'école récupérer les enfants. S'il était assistante maternelle, il serait reconnu. Alors, il fait le même travail pourtant, et il n'est pas reconnu comme travaillant. Pourtant, si. Donc, et bénévolat, le problème, ce qui m'ennuie, c'est qu'on fait comme si les gens n'étaient pas payés. Mais si, le retraité qui est bénévole, il reçoit un salaire, sa retraite. Vous voyez ? Oui, c'est ça. Oui, oui, je comprends bien. J'ai hésité, je l'avais mis dans mon diaporama, j'avais mis bénévolat. Mais oui, il y a des statistiques sur le bénévolat, ouais. Alors voilà, donc moi, du coup, il n'y a pas besoin d'avoir des annuités, d'avoir prouvé qu'on a travaillé pour avoir une pension. Vous voyez, c'est ça que je veux dire dans tout ce déroulement, en fait, la différence travail-emploi. Il n'y a pas besoin de ça. Donc la question des annuités ne se pose pas de ce point de vue-là, en tout cas. Et en plus, elle se pose moins puisqu'on ne cotise pas. On n'a pas besoin de cotiser par rapport à ça. Et quand Bernard il dit 100% du net, il veut montrer par là que ce n'est pas 80% du brut. C'est la même chose. En fait, ce que revendique par exemple la CGT, le PC ou les partis de gauche, ou peut-être la FSU, c'est 80 ou 75% du brut. Hein, d'accord ? Dans le meilleur des cas, c'est ce qui est revendiqué. Mais 75% du brut, c'est 100% du net. Pourquoi ne pas affirmer que la retraite, c'est la continuité du salaire. C'est du salaire continué. C'est ça qu'il veut dire quand il dit 100% du net. On dirait qu'on a peur de dire que retraité, il devrait toucher la continuité de son salaire. Il devrait toucher moins. Ben non, c'est la continuité de son salaire. C'est ça que veut dire Bernard quand il dit 100% du net. Et il a raison. Et avec 0 annuité de cotisation, puisque ce n'est pas nécessaire. Par rapport à la CSG ou la propriété. Si je peux te clôturer sur ça, il y a des éléments dont les aspects retournement de cerveau que je peux laisser comme piste sans le développer parce que ça nécessiterait un peu de rentrer dans le limite. Le salaire, c'est pas, on a tendance à voir ça comme la récompense d'un travail. Mais en fait, c'est pas c'est ce qui rend la production possible. C'est dans l'autre sens qu'il faut le voir. C'est-à-dire qu'on donne la capacité à la personne de produire dans les conditions. C'est pas justement tu as fait quelque chose donc on te donne parce que tu as été bien gentil. C'est dans l'autre sens que ça se fait. Je sais pas si ça peut, c'est une piste de départ, mais c'est ça qu'il faut. Je pense que ça peut aider à percevoir. On prône en fait la déconnexion totale du salaire par rapport au travail concret. Parce que c'est aliénant. Je reprends l'exemple sur l'histoire. Plus le salaire a été connecté à la production concrète, plus ça a été aliénant pour les salariés. Je vous rappelle le travail le salaire à la pièce ou à la tâche. Plus tu produis, plus tu gagnes. C'est le principe des primes aujourd'hui. D'accord ? C'est hyper aliénant les primes. Plus tu travailles, plus tu as une prime de performance, de résultat, de je sais pas quoi, de rendement, etc. Donc dans notre idée à nous, c'est moins le salaire il est connecté à la production concrète, plus on est émancipé. Et le modèle, par exemple, des fonctionnaires, de ce point de vue-là, est intéressant. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas recrutés et payés en fonction de leur productivité, ils sont payés en fonction d'un grade. Ce grade, ils l'obtiennent au moment où ils passent leur concours et plus tard quand ils évoluent dans leur grille. Au moment où ils passent le concours, ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'on ne les juge pas par rapport à leur production concrète. On ne les juge pas non plus par rapport à la filière qu'ils ont utilisée, puisque le concours
se fait sur la base du niveau de diplôme. Donc non seulement c'est le niveau du diplôme qui compte, c'est-à-dire en fait une capacité à produire, on reconnaît quelque part une capacité à produire, c'est ça ce que signifie le diplôme. Le diplôme, la certification, montre qu'on est capable de produire tel truc, voilà, tel niveau, disons. Et donc c'est pas la filière qui compte non plus dans le concours du fonctionnaire. Donc ça, c'est intéressant, contrairement aux salariés du privé, où on va encore regarder ses compétences quand on va le recruter. On va le recruter parce qu'on estime qu'il va être compétent, adaptable, capable de produire tel truc, etc. Donc ça, c'est hyper aliénant en réalité, dans son parcours professionnel. Ça l'aliène à un type de métier. Je pense qu'en ce moment, il y a une évolution quand même, parce que je pense aux doyens d'université qui ont une grosse prime. Oui. Donc, justement, on Oui. tend vers... Voilà. Et en même temps, c'est peut-être aliénant pour eux, mais c'est aliénant pour le personnel. Bien sûr, Parce que c'est coercitif. c'est ça. Donc, c'est ça. Mais dès l'instant où on rapproche une rémunération d'une production concrète, c'est aliénant en fait. Et plus on s'en défait, et moins c'est aliénant, plus c'est émancipateur. Imaginez que vous gagnez un salaire à vie, si vous êtes retraité, c'est ce que vous avez. Et ce n'est pas en fonction de ce que vous produisez que vous avez votre pension. Et pourtant, ça ne vous empêche pas d'être trésorière d'une asso, etc., alors que vous n'étiez pas du tout ça avant. Donc ça n'a rien à voir avec la capacité, en gros. C'est ça que ça prouve, la pension. Avec le passé. Ou avec le passé, voilà. Voyez ? Et le fonctionnaire, c'est ça. C'est-à-dire qu'il peut changer de poste. Certains, en tout cas, corps le permettent. Il peut changer de poste tout en ayant son grade et sa qualification qui perdurent. La CSG, c'est un impôt, hein. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, alors, les arguments qu'on peut avancer, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que la fiscalité, elle a une répartition secondaire, donc elle ne vient que corriger. Son assiette à la CSG, c'est les revenus du travail et les revenus du capital. Bon. Il se trouve qu'aujourd'hui, alors je ne sais pas, vous pouvez argumenter aussi comme ça, dans le rapport de la Cour des comptes de 2011, mais je pense que c'est toujours vrai aujourd'hui, je l'avais regardé à l'époque, seulement 10% de la CSG relève des revenus du capital. Et le reste, c'est les revenus des ménages, en fait. Donc c'est vachement déséquilibré, hein, vous voyez ? Alors que la cotisation sociale, elle est prise sur la valeur ajoutée produite. Donc c'est vraiment, voilà. Non seulement c'est un impôt, c'est-à-dire que ça vient en répartition secondaire, donc ça valide le système capitaliste. Ça, c'est quand même l'argument massu pour moi. Et en plus, ça se confirme dans le fait même qu'au bout du bout, l'assiette de la CSG, c'est pour 10% seulement des revenus du capital et pour 90% des revenus des ménages. Alors, votre autre question sur la propriété. Mais les entreprises, elles appartiennent aux salariés et aux indépendants. Qui sont les propriétaires? C'est les salariés et les indépendants. Actuellement? Non, dans notre modèle. Ah, puisque votre question, elle portait sur notre modèle. Oui, d'accord. Donc, toute l'idée de réseau salariat, c'est de redonner aux producteurs que nous sommes. Voilà, hein, donc... Allez-y. C'est une question qui n'est peut-être pas dans votre propos, mais quand j'étais venue écouter Bernard Friot, et après, en réfléchissant, je me suis posé cette question. On va vers une évolution du travail très différente, hein, et vers cette robotisation qui fait qu'il y aura beaucoup moins de possibilités de travail sur le marché. Comment ça peut se mettre dans votre modèle? Vous voyez, c'est pas du tout ce que vous développez, mais j'y ai quand même pensé. Alors, la robotisation. Donc, la robotisation, elle suppose de produire les robots. Bon, donc déjà, c'est quand même des emplois quelque part. Enfin, des productions quelque part. Après, si ça peut réduire le temps de travail nécessaire à la collectivité, c'est pas plus mal. Moi, je ne vois pas en quoi ce serait un inconvénient de mécaniser surtout des tâches difficiles, pénibles. Au contraire, quoi. Des cadres.
des postes d'ingénieurs, enfin pas mal une robotisation qui n'est pas à la chaîne, qui touche. Que ça touche les cadres ou l'ouvrier, le problème pour moi est le même. À la limite, en quoi ce serait plus gênant pour les cadres que pour les ouvriers Alors dans notre modèle, là il y a des discussions, ça me permet de rebondir peut-être là-dessus sur les niveaux de qualification. C'est pas tant sur la question de la mécanisation qui me semble pas vraiment un problème. Enfin, je vois pas en quoi ce serait un problème. Si ça permet de diminuer le temps de travail nécessaire pour produire les produits dont on a besoin, et si ça permet de faciliter la vie de tout le monde, tant mieux. En plus, les robots, il faut les produire. Bon. Oui, mais justement, nous, oui, mais c'est ce qu'on veut, nous, supprimer les emplois. On veut supprimer le marché du travail. Oui, c'est ça, complètement. Ah oui, oui, tout à fait. C'est ça, ouais. Oui, oui. Mais tout à fait. Tout à fait. Mais c'est déjà en route depuis des années. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Je ne sais pas si ça s'accélère. Peut-être, je ne sais pas si ça s'accélère. Bon, c'est un autre débat peut-être ça. Mais, et je ne suis pas assez calée à la limite pour répondre par rapport à ça. Par contre, ça me permet de rebondir sur un débat qu'on a à l'interne de Réseau Salariat sur la question des niveaux de qualification. Parce que vous abordiez la question des cadres, des ingénieurs, etc. À Réseau Salariat, on dit... il faudrait prévoir 4 niveaux de qualification, c'est-à-dire 4 niveaux de salaire. Voilà. Et puis, il y en a d'autres dont je fais partie qui disent moi, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas un salaire unique pour tout le monde. Bon, ça fait partie des débats. Et la justification, alors je vous le soumets, hein, voilà, la justification de 4 niveaux de qualification, ça pourrait être 3 ou 4 ou 5, bon, c'est pas tant le chiffre qui compte, il ne faut juste pas qu'il y ait un gros écart. C'est de dire, ça permet déjà de ne pas figer les gens dans un seul salaire, donc c'est peut-être pas moins décourageant, mais surtout le gros argument qui est avancé, c'est de dire, il faut des lieux pour gérer les conflits. Et les conventions collectives, notamment, voilà, les niveaux de qualification sont des lieux de conflit. Donc ça, il ne faut pas le nier, effectivement. Dans toute société, il faut prévoir des lieux de conflit. C'est comme ça qu'on évite la guerre. Donc, la réponse qui est avancée, c'est de dire, voilà, puisqu'il y a 4 niveaux de qualification, autant que les gens soient en conflit pour décider des critères de niveau de qualification et de manière à canaliser ces lieux de conflit. Bon, moi, je suis moyennement convaincue. Mon argument est de dire, il y a d'autres lieux de conflit qui existent dans notre schéma, hein, il y aura des associations, et les associations, si vous en faites partie, vous voyez bien qu'il y a des conflits. Les syndicats, il y a des lieux de conflit là aussi. Les caisses d'investissement et les critères qu'il faudra décider pour affecter tel investissement, c'est des lieux de conflit. Donc pour moi, ça ne justifie pas, si c'est cet argument-là qu'il faut retenir, qu'il y ait 4 niveaux de qualification et donc 4 niveaux de salaire différents. Je vous soumets simplement à un minoritaire à penser qu'il ne faudrait qu'un seul niveau de salaire à vie. Voilà, ils sont majoritaires à penser 4. C'est ça en fait l'un des enjeux, qu'il y aurait 4 niveaux de qualification, c'est 4 niveaux de salaire différents. Donc avec quelle que soit la tâche effectuée. Ouais, voilà. Alors c'est-à-dire oui, c'est à un moment donné. Non. Moi je vois mon gamin, si je lui dis ton salaire pour la vie va rester devant sa tête. Non, je crois pas. Enfin, c'est un enfant, ok. Mais moi, on est tous on est convaincus pour observer les choses. Pourquoi les chômeurs, ils glandent pas, quoi? Les intermittents du spectacle, ils glandent pas. Ils ont des moments de chômage assez longs. Comment? C'est un pari sur le fait que le travail, pour nous, c'est un élément anthropologique, intrinsèque à l'être humain. Voilà. C'est un besoin de travailler, de produire. Voilà. Donc, nous, on ne craint pas ça, en fait. Et les 4 niveaux de qualification correspondent à 4 niveaux de salaire. Et l'idée, parmi ceux qui sont d'accord avec ça, c'est de passer des épreuves, alors lesquelles il faut y réfléchir. Moi aussi, là-dessus, je suis un peu réservée. Quand je vois ma gamine qui doit passer ses épreuves, à chaque fois, elle flippe à mort. Je ne vois pas l'intérêt de faire ces épreuves de plus. Bon, enfin, il faut peut-être réfléchir à des épreuves pas trop traumatisantes, peut-être. J'en sais rien. Et donc, voilà, c'est des épreuves qui permettraient de passer d'une gradation à l'autre, tout simplement, voilà.
soit l'environnement d'occupation. C'est ça, indépendamment du travail. On pourrait Concret. avoir un collègue à côté qui soit sur des tâches moins qualifiantes, on va dire, Voilà. un salaire supérieur. Aucun rapport. Ouais. Par exemple, il y en a qui... Comment? Oui. Oui, c'est ça. Les professions dites manuelles Hmm. font beaucoup plus de travail que des Oui, puis plus salutaire que les traders, par exemple. Voilà. Mais oui, c'est des niveaux de gradation qui n'ont rien à voir avec le travail concret. Tout le monde. Alors, l'idée, c'est qu'à 18 ans, tout le monde démarre avec un niveau de salaire et une qualification 1, niveau 1, et peut, s'il le souhaite, au cours de sa vie, passer des épreuves pour passer de 1 à 4. Ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça pourrait être avant. Nous, on est sur l'idée, quand même pas de la naissance, on est sur l'idée que cet âge-là est un âge politique, c'est-à-dire que c'est l'âge où on est en capacité de décider et donc de faire partie, par exemple, des caisses d'investissement, etc. Et donc, c'est lié. Imaginez un système de capitalisation de 0 à 18 ans qui permettrait un démarrage dans la vie, une acquisition d'entreprise, enfin une création d'entreprise plus facile avec ce capital. Alors, oui, ça tombe bien parce que c'est une question auquel tu n'as pas pu répondre, je pense. Je n'ai pas été jusqu'au bout. Aborder une question sur la. Je précise, il va nous rester maximum 10 minutes. D'accord. Il faut qu'on parte, après sinon il y a l'alarme. Et tout se ferme. 10 minutes, voilà, 10 minutes pour on a 5 minutes pour manger. Donc on a 5 minutes alors. Voilà. Oui. À 21h, personne. Je voulais. On peut se trouver dans un café pendant encore un peu de temps pour échanger. Oui, je voulais évoquer un thème bien clarifié, la notion de qualification, parce qu'en fait, c'est lié à la valeur économique qu'on apporte quand on dit qualification. C'est la valeur économique. Alors, Bernard Friot faisait bien la distinction finalement entre l'étudiant qui sort avec son diplôme de l'école de commerce, par exemple, qui n'est pas qualifié. Lui, il est certifié, simplement certifié. Voilà. Et la femme de ménage, elle, qui a un travail, même si elle n'a aucun diplôme, elle est qualifiée. D'accord, oui, donc ça c'est important de bien. Elle a une qualification personnelle, oui. Oui. À la personne. À la personne, oui, c'est ça. Oui, oui, ça c'est important. Oui. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est comme ça. Et dans notre idée, dans notre idée, ce ne serait pas lié à la production, cette qualification. Et elle pourrait être faite, par exemple, quand même, malgré tout, sur des critères de diplôme. Et la dernière? Oui, la dernière rapidement. C'est pour répondre au monsieur là, par rapport à son fils. C'est vrai que pour les parents, c'est très agaçant de voir les gamins passer leur vie devant. Enfin. Mais on dit en tant que pédagogue que jouer, c'est un apprentissage, c'est se préparer à la vie. Donc peut-être que les nouvelles générations le font de cette façon-là. Mais avant, quand ils faisaient l'école buissonnière ou qu'ils s'amusaient, je ne sais pas, ils apprenaient aussi la vie. Donc je pense que c'est une façon d'apprendre la vie quand même. Si un jour il change. Mais ça change de toute façon. Merci. En tout cas, merci à tous d'être venus et de m'avoir écouté aussi longtemps. C'était très intéressant. Je vous remercie.